Un navire gigantesque surnommé l'insubmersible symbolisait la puissance de l'homme face à la nature. Conçu pour dominer les océans et transporter les élites du monde entier, il promettait luxe, confort et sécurité. Mais en cette nuit glaciale d'avril 1912, l'arrogance humaine rencontre l'inévitable. À 23h40, un iceberg frappe le Titanic. À 2h20, il disparaît sous les eaux sombres de l'Atlantique, emportant plus de 1500 âmes avec lui. Une nuit qui changea à jamais notre perception du progrès. Au début du XXe siècle, les voyages transatlantiques étaient une affaire de prestige. La White Star Line, pour rivaliser avec ses concurrents, commande 3 navires de classe olympique, l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Le Titanic, deuxième de cette série, est lancé en grande pompe en 1911 à Belfast, en Irlande. C'est un symbole d'innovation et de pouvoir industriel, destiné à relier l'ancien monde au nouveau, dans un confort inégalé. Le Titanic est bien plus qu'un navire. Il est l'incarnation d'une ère où l'homme croit maîtriser la nature. Les travaux débutent en 1909 dans les chantiers Harland & Wolff, à Belfast, sous la supervision de Thomas Andrews, le chef architecte. Avec une longueur de 269 mètres, une hauteur de 53 mètres et un poids de plus de 46 000 tonnes, le Titanic est une véritable ville flottante. Le Titanic était équipé de 16 compartiments étanches, censés le maintenir à flot même si 4 d'entre eux étaient inondés. Mais l'arrogance du design fut aussi sa faiblesse. Les compartiments n'étaient pas totalement scellés en haut, permettant à l'eau de se déverser de l'un à l'autre. Avec un budget de 1,5 million de livres sterling, équivalent à environ 200 millions de dollars aujourd'hui, il s'agissait d'un investissement colossal, illustrant l'ambition démesurée de l'époque. Le 31 mai 1911, des milliers de spectateurs se rassemblent pour voir le Titanic glisser majestueusement dans les eaux du fleuve Lagan. Mais ce n'est qu'un an plus tard, après des mois d'aménagement intérieur, qu'il sera prêt pour son voyage inaugural. Le Titanic offrait une expérience de voyage sans précédent, alliant luxe, confort et innovation technologique. Mais cette opulence cachait un contraste frappant entre les passagers des différentes classes. Les passagers de première classe, incluant des magnates comme John Jacob Astor et Benjamin Guggenheim, voyageaient dans des suites somptueuses avec salles de bain privées, lits en bois précieux et services personnalisés. Le grand escalier, pièce maîtresse du Titanic, témoignait de cette grandeur avec ses balustrades en chêne sculpté et son dôme de verre. Les passagers de deuxième classe, souvent des commerçants ou des enseignants, bénéficiaient de cabines confortables et de salons élégants, une rareté pour cette catégorie à l'époque. Pour les immigrants, principalement d'Europe de l'Est et du Sud, les cabines modestes du Titanic représentaient une chance d'atteindre le rêve américain. Bien que leurs conditions fussent en les basiques, elles étaient bien meilleures que sur d'autres navires. Le dernier repas servi en première classe comptait 10 plats, incluant du filet mignon, du homard et des pâtisseries françaises. Pendant ce temps, les passagers de troisième classe dansaient sur des airs folkloriques irlandais dans leur salon commun. À 23h40, les vigies Frederick Fleet et Reginald Lee, postés dans le nid de Pea, aperçoivent une masse sombre devant le Titanic. « Iceberg droit devant !» crient-ils en sonnant 3 fois la cloche. Le premier officier Murdoch ordonne un virage d'urgence, mais à cette vitesse, le Titanic est trop lourd pour manœuvrer rapidement. L'iceberg éventre le flanc du navire sur 100 mètres, ouvrant 6 compartiments à l'eau. Le Titanic, pourtant équipé de compartiments étanches, commence à s'incliner. Dans les salons, les passagers ne réalisent pas encore l'ampleur de la catastrophe. Certains continuent de jouer aux cartes, d'autres se réfugient dans leur cabine, pensant que tout est sous contrôle. À mesure que l'eau monte, le désespoir envahit le Titanic. Le personnel commence à remplir les canaux de sauvetage, mais il y en a trop peu pour accueillir tout le monde. À 2h05, le dernier canot est mis à l'eau. Sur le pont, le chaos est total. Certains passagers, paniqués, sautent à l'eau glacée,
tandis que d'autres prient ou chantent. Les musiciens continuent à jouer jusqu'au dernier moment, interprétant « Plus près de toi, mon Dieu ». Leur courage inspire les passagers, mais leur sort sera tragique. Le capitaine Edward Smith, respecté par tous, reste à bord jusqu'à la fin, disparaissant avec son navire. Le matin du 15 avril, le Carpathia arrive sur les lieux. Il trouve des canots éparpillés, remplis de passagers gelés et traumatisés. Parmi eux, Violet Jessop, surnommée plus tard la femme insubmersible, qui survivra également au naufrage du Britannique quelques années plus tard.